Morad El Hattab, s'il lâche pas une bombe et s'il lâche pas des dossiers explosifs toutes les semaines, je crois qu'il ne peut pas rester en vie. Ce type-là, il lâche des dossiers sur dossiers toutes les semaines. C'est juste dingue. On va écouter ça. Alors de base, c'est un type qu'il n'aime pas trop qui a reposté cet extrait-là en disant que, je cite, je ne peux pas dire le mot, mais djihad sont avant tout des mercenaires, y compris en France. Quand on dit mercenaires, donc, on parle certainement de milices privées. Vous savez, comme dans GTA V, comment ça s'appelle? Merryweather. Merryweather, c'est des mercenaires privés qui agissent au nom d'une entreprise pour liquider certaines personnes qui mettraient qui poseraient problème à l'État, donc à Los Santos dans le jeu vidéo. Bah là, c'est un peu pareil. Donc là, il nous dirait en gros que certaines milices djihad seraient des mercenaires qui agiraient donc plus ou moins pour le privé, notamment en France. Et donc ce type-là veut essayer de faire croire que Morad El Hattab dit des bêtises. Mais en fait, nous, on va se servir de cet extrait-là pour se nourrir justement des paroles de Morad El Hattab, donc merci à lui. Alors avant de commencer d'ailleurs, bon déjà, merci à Morad El Hattab parce que c'est vraiment un type qui vise toujours très juste. D'ailleurs, il me suit sur Twitter, ça me fait plaisir. Tu passes sur la chaîne quand tu veux, mon ami. Deuxio, petit pouce bleu pour m'aider à lutter contre la censure, être plus visible sur YouTube et notamment à soutenir mon travail. Et ensuite, l'abonnement, les amis. Il reste 265 abonnés avant d'atteindre les 100 000 abonnés. C'est juste dingue, c'est énormissime. Alors s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas abonnés, prenez 2 secondes de votre temps, c'est gratuit pour vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, on peut commencer la vidéo, c'est parti. Là où il faut savoir une chose, c'est que les djihadistes, et ça ne l'oubliez jamais, les djihadistes sont des mercenaires. Ils sont payés par des États pour déstabiliser d'autres États, souverains en général. Donc, et on ne va pas répéter 10 fois la même chose. Hillary Clinton l'a dit en commission sénatoriale aux États-Unis, c'est facile à retrouver, qu'ils avaient financé Daesh via des pays du Golfe à qui ils ont demandé de les payer. Il faut savoir que les blessés de Daesh étaient soignés en Israël, pour ceux qui allaient en Syrie, d'accord? Et que pour tenir cette masse de garçons, parce qu'il fallait quand même choisir des gens qui étaient, entre guillemets, d'apparence arabe, ok? C'est ce qu'on a fait en France, et ce qu'on continue à faire en France, avec l'affaire Mohamed Merah. Bon. Et ceux qui sont pas contents au niveau de l'établissement, vous portez plainte contre moi, il n'y a pas de problème, j'ai les dossiers. Donc ce qui est important de savoir, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait pour les tenir et les abrutir? Je peux te couper 2 secondes. Il y a un bouquin que je recommande, ça s'appelle Jihad Made in USA. Merci. Si tu connais. Ouais, je connais. Voilà. Donc c'est de Mohamed Hassan qui l'a écrit. C'est Michel Collomb qui l'a édité. Tout à fait. Et là, il explique tout ce que tu as dit sur et donc, ceux qui tirent les ficelles. Et ce qui est très important par rapport à ce tirage de ficelles, parce qu'on les a en France et c'est le même scénario, comment on a fait pour les tenir? On a mis le Captagon. Captagon, alors écoute, la drogue des soi-disant djihadistes, que c'est une drogue de synthèse aussi, petite gélule blanche, enfin bref. Alors là où tu vas être mort de rire, c'est qu'un des plus gros chargements de Captagon qui s'apprêtait à partir en Turquie, on sait, porte d'entrée pour ceux qui veulent, à l'époque, déstabiliser la Syrie, le régime d'Assad, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ça a été découvert en France, par les douanes françaises. Des bacs bleus hauts comme ça, bourrés de drogue, qu'on allait livrer, soi-disant, aux djihadistes, que soi-disant la France combattait sur place. Il faut savoir que François Hollande, pour s'assurer à ce qu'il n'y ait plus de témoins des djihadistes français, parce qu'aujourd'hui il y a toute une polémique, est-ce qu'il faut ramener leurs femmes ou pas, leurs enfants ou pas? Non, la vraie polémique, le vrai débat, c'est quoi? C'est que ces gars, quand ils ont quitté le territoire français, ils l'ont fait avec l'accord de la DGSE. Bien sûr. DGSE qui est tenue aujourd'hui, comme l'avait rappelé notre cher et regretté ami, le général de la Ward, par le Mossad. Et moi, je rajouterais à ça que la DGSI est tenue aujourd'hui par le Mossad et que ce qui est à la tête de la DGSI française aujourd'hui a pour volonté, mais vraiment, de faire des Français des Palestiniens. Ok? Et j'assume l'entièreté de mes propos. Il faut savoir que la patronne de la DGSI, ça fait maintenant 2 ans au moment où elle a été nommée. Je l'ai dit sur ce plateau. Elle ne tiendra pas. Elle n'a pas le profil. On nous a vendu, mais regardez, une femme. C'est pas là la vraie question. Dès le départ, elle n'avait pas les compétences. C'était la porte-parole du syndicat des commissaires. Et là, elle vient de craquer. Elle a perdu 10 kilos, elle est complètement émaciée, les cheveux gris, les yeux exorbités. Elle a demandé à démissionner parce qu'elle s'est rendue compte qu'au sein de la DGSI, il y avait des groupuscules qui détournaient de l'argent pour commettre des assassinats ciblés. Contre qui? Des patriotes. Denessé, Marlex ont été tués avec cet argent-là. Il faut le savoir. Et quand j'ai rapporté le fait que, aujourd'hui, pourquoi la DGSI a mis en place
une structure qui s'appelle Al-Lat, que j'ai dénoncée dès le début. Alors aujourd'hui, certains le reprennent en m'invisibilisant. Moi, la question n'est pas là. C'est que au moins le courage d'aller jusqu'au bout du combat si vous le prenez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la DG aujourd'hui, DGSI française, a mis en place des structures qui préparent aux attentats de demain. Ok, je n'ai aucun respect, je le dis sur ce plateau, pour le procureur antiterroriste de Paris. Aucun. Je lui ai donné la possibilité de faire tomber un réseau terroriste au sein de la DGSI qui est en lien avec des djihadistes que eux-mêmes ont formés pour aller faire un attentat à la gare Saint-Lazare, qui est la gare la plus fréquentée d'Europe, ainsi que sur le boulevard Haussmann. Pire, c'est que l'ex-compagne qui fait des partous avec eux l'a rapporté, et je l'ai rendu public, dans un procès verbal. Il n'y avait pas une histoire à la préfecture de police où il y avait une attaque au couteau dans un des... Tout à fait. Le principal responsable de la DGSI, qui était un mec extrêmement aguerri, qui était en train de monter un dossier suite à l'affaire Epstein. L'affaire Epstein. Il faut savoir qu'il était en contact, et il faut savoir que les Américains, via la cellule trafic humain du FBI, qui a été bizarrement démantelée par Biden avant de partir, avaient accepté de travailler avec deux agents français, parce qu'ils estimaient que le gars était aguerri et ils voulaient plus avoir affaire au parquet de Paris. Il ne voulait plus avoir affaire aux magistrats, puisque les magistrats avaient dit publiquement, M. Rémy Hertz, qui depuis a fait belle carrière, hein, le mégot de cigarette de Notre-Dame, c'est lui, l'affaire chlordécone aux Antilles, c'est lui. Donc voilà, belle carrière, aujourd'hui à la tête de la Cour de cassation, hein, qui a passé un entretien auprès d'Édouard Philippe. Jamais vu dans l'histoire de la Ve République, c'est Édouard Philippe qui a fait passer les entretiens au futur procureur de Paris. Bon, jamais vu. Bon, donc s'il a été choisi, c'est pas par hasard. Eh ben, ce monsieur a dit, lorsqu'il a été évoqué l'affaire Epstein, puisqu'on avait des témoignages de jeunes filles mineures qui avaient été envoyées sur son île, via l'association Innocence en danger, il a rapporté, mais il n'y a rien dans ce dossier. Ben voyons. Donc les Américains, quand ils ont vu ça, ils ont dit on va quand même travailler avec quelqu'un qui travaille sur le dossier. Ils ont ouvert un canal, ce qu'on appelle un canal. Voilà, alors ça on avait déjà vu à la fin de l'extrait, on avait déjà vu dans une autre vidéo, donc je m'excuse si c'est un peu répétitif. Par contre le début, effectivement, c'est très intéressant. Parce que le début, il nous parle même de Mohamed Merah. Pareil, c'est vrai que même concernant l'assassinat de Nice, bah, le type aurait envoyé 100 000 euros à sa famille en Tunisie avant de commettre ce qu'il a fait. On se demande comment le type a 100 000 euros alors qu'il était présenté comme un voyou qui gagnait pas un rond, qui vivait de manière assez modeste, qui avait un petit boulot pas très bien payé. Comment on a 100 cas comme ça, 100 000 de côté et surtout qu'on envoie à sa famille comme ça quelques jours avant de commettre l'irréparable, c'est assez louche. Hein. Comme l'histoire du Bataclan, bon, on ne saura jamais vraiment la vérité, mais par contre ce qui est bizarre, c'est que le Bataclan a été revendu, il appartenait au frère du rabbin Rav Twitou, là, et il a été revendu quelques mois avant à la famille Lagardère, soi-disant, voilà, parce qu'il y avait trop de travaux à faire, etc. Donc ils l'ont revendu, et après il s'est passé ce qui s'est passé. Donc c'est étrange quoi que le Bataclan passe d'une personne à une autre, sachant qu'après évidemment avec ce qui s'est passé au Bataclan, bah, le truc a fermé quoi. Le truc a fermé, il a rouvert qu'après. Donc c'est étonnant quoi. Comme si les rabbins, enfin le frère du rabbin avait senti le truc et qu'il avait revendu avant que ça se casse la gueule quoi. Peut-être. Encore une fois, c'est de la superstition tout ça. Hein. On ne peut pas basculer dans la conclusion hâtive parce que de toute façon, voilà, on aurait trop de problèmes, on serait traîné en justice et on perdrait parce qu'en fait, vous savez très bien que la justice est du côté des méchants de l'histoire, on va dire. Hein. Voilà, c'est malheureux. Voilà, donc pour la fin de l'extrait, on avait déjà réagi, voilà, que la DGSI qui serait tenue en fait plus ou moins par le Mossad et par certaines institutions pro-israéliennes, pro-sionistes. Et d'ailleurs, il recommande un livre, là, le mec de gauche, je ne sais pas son nom, je suis désolé. Jihad Made in USA. Alors j'ai demandé à ChatGPT de me résumer un peu le livre, effectivement, c'est très intéressant. L'ouvrage contient que les États-Unis auraient exploité ou manipulé l'islamisme pour servir leurs intérêts géopolitiques, économiques, pétrole, gaz et stratégiques dans le Moyen-Orient. Ce soutien ou cette instrumentalisation ne se fait pas toujours de façon visible ou directe, mais via des alliances, financements, tolérances selon les rapports d'intérêt. Le livre interroge la notion d'islamisme comme concept fourre-tout, utilisé pour justifier des interventions. Effectivement, hein, c'est le cas même du 11 septembre. Hein, tout de suite, on a dit, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a 3 jours là-dessus, où on a le témoignage d'un taliban qui parle sur la chaîne de TB Jones et il parle du 11 septembre. Et il dit, le président Bush nous a contactés, il nous a dit donnez-nous Ben Laden, parce que Ben Laden était en Afghanistan à ce moment-là. Et il a dit, bah, écoutez, il avait téléphoné
Mollah Amar. Et donc Mollah Amar a dit bah, écoutez, donnez-moi des preuves et on vous le livre. Mais là, c'est mon invité, il est dans mon pays, on ne livre pas quelqu'un sans preuve. Ou alors, voilà, donnez-nous des preuves et on fait un jugement, mais dans un pays musulman. On ne fera pas un jugement dans un pays occidental, qui est évidemment pas coutumier aux mœurs, disons, islamiques. Et arabes même, on va dire, orientales. Et ils ont refusé. Et donc là, tout d'un coup, ils ont dit, bon bah voilà, on a une vidéo, Ben Laden, en fait, il dit qu'il a commis les attentats, etc. Donc hop, c'est parti, on envahit. Alors qu'en fait, il n'y avait pas de preuves. Et on l'a su que plus tard. Pareil avec l'Irak, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu un concept de fourre-tout, il a raison. Hein. Il critique le concept de vrai versus faux djihad, les manipulations politiques autour de ces termes. Il examine des cas spécifiques, par exemple la Syrie, le printemps égyptien, les routes du pétrole et du gaz, le rôle des pays du Golfe, comme intermédiaires ou acteurs. On le sait avec l'Arabie Saoudite. Mohammed Ben Salman, souvenez-vous, a déclaré en direct à la télé. D'ailleurs, je vais le dire. Est-ce vrai que MBS a déclaré avoir soutenu le wahhabisme sous ordre des USA? Et vous allez le voir, il va me répondre. Franchement, ChatGPT, c'est le meilleur outil. Alors évidemment, il va être du côté des Occidentaux hein, dans sa lecture, mais si vous posez les bonnes questions, c'est là le génie de Socrate. À partir du moment où vous posez les bonnes questions, vous trouverez les bonnes réponses. Bah, c'est vrai. Alors oui, Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, a déclaré publiquement qu'il y a eu une période où l'idéologie wahhabite a été promue à la demande des alliés occidentaux, notamment pendant la guerre froide, pour contrer l'influence de l'Union soviétique. Voici ce que les sources disent. C'est dans une interview au Washington Post que MBS a affirmé que des pays occidentaux avaient demandé durant la guerre froide à l'Arabie Saoudite d'investir dans des mosquées et madrasas à l'étranger pour contrer l'idéologie soviétique dans les pays musulmans. Il a dit que les gouvernements saoudiens successifs avaient perdu trace de ces efforts de promotion de l'idéologie wahhabite et qu'une grande partie des financements actuels venaient plutôt de fondations privées saoudiennes. Voilà. Donc, si même MBS, le président de l'Arabie Saoudite, vous dit ça, que les USA plus ou moins et l'Occident a demandé un soutien, notamment par l'implantation de mosquées, c'est pas rien. Et c'est pour ça que là, Damien Rieu et compagnie vous parlent de l'islamisme en France. Mais qui aujourd'hui finance les mosquées, les constructions de mosquées? L'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Et le Qatar et l'Arabie Saoudite, ils sont de quel côté de l'histoire? Ils ne sont pas du côté du monde musulman, non. Ils sont du côté des Occidentaux et des USA. Vous avez qu'à voir d'ailleurs le nombre de bases américaines dans les pays d'Orient. Pourquoi il y a des bases américaines au Qatar et en Arabie Saoudite? Ah ben voilà, c'est parce que c'est pour savoir qui les tient. Donc au bout d'un moment, quand tu as ces tenants et ces aboutissants, tu comprends tout. Tu comprends tout. Voilà, et tu ne mélanges plus le vrai du faux, non, tu comprends tout. Voilà, point barre. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout, sur mes ennemis.